Les cours des bêtes vous est présenté par les éditions Griffes Rouges. Attention, ce podcast est narré par un homme au charisme presque divin et aux manières d'une rare distinction. Toutefois, certains propos pourraient heurter les sensibilités. Les récits qui vont suivre contiennent des passages explicites et parfois troublants. Vous en serez avertis. Bonjour mes petits loups de Lidou, de Donden, Lariden, Matapatalimatou, Matantalou, Malimatou, Matapatalimatou, Matantalou, Laridé. Faut vraiment être vieux et québécois pour comprendre cette référence. Donc bref, bonjour et re-bienvenue dans l'Écho des bêtes avec Sean Parsons, un podcast des plus cocos où je vous parle des divers monstres et créatures issus des folklores et légendes qui peuplent notre monde. Je tenais à vous féliciter, oui vous, public de ce podcast. Grâce à votre indéniable soutien, je me retrouve au top des choix sur toutes les plateformes où sont diffusées cette émission. Les compagnies et marques de tout genre se battent littéralement entre eux afin de simplement parler 2 minutes avec moi. Je peux vous entendre m'acclamer depuis votre voiture, votre lit ou votre garage. Merci 1000 fois de votre écoute, de vos rires et de vos... attendez, on me dit dans l'oreillette que rien de tout ça est réel et que je suis simplement en train d'halluciner pas mal tout ce que je dis. Et je réalise que je n'ai même pas d'oreillette. Bon ben, on va devoir retourner manger du craft dinner et des pâtes au beurre pour les semaines à venir. Maudit qu'être un artiste, c'est le fun. Je fais des blagues, mais même si vous êtes 5 ou des milliers à m'écouter au travers de ce vaste monde qui a grandement besoin de plus de rire, ça me va droit au cœur. Donc aujourd'hui, si vous avez lu le titre de cet épisode, vous avez remarqué que nous allons parler du phénix. Bravo à vous, fidèles lecteurs de titres d'épisodes. Alors, un phénix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Le phénix est un oiseau mythique qui est reconnu pas mal partout aujourd'hui pour renaître de ses cendres. On le surnomme également oiseau de feu, donc vous pouvez pas mal l'imaginer comme vous le voulez rendu là. Il est souvent décrit comme un oiseau magnifique de grande taille avec des couleurs vives, notamment le rouge et l'or rappelant les flammes. Si vous êtes certain de ne pas savoir ce qu'est un phénix, souvenez-vous de Fawkes, l'oiseau de Dumbledore, dans la saga Harry Potter. Ah, je sens que j'ai regagné l'attention de plusieurs. Le phénix que nous connaissons aujourd'hui est principalement issu des écrits de l'historien grec Hérodote. Toutefois, cet oiseau serait inspiré de son lointain cousin de l'Égypte ancienne portant le doux nom de Bénou. Ou, si vous voulez être plus précis, je peux vous donner son nom en hiéroglyphe, à savoir une jambe munie d'un très long pied, suivi d'un pot avec des vagues flottant au-dessus, suivi d'un oiseau blanc aux longues pattes, ainsi que suivi d'un canard. Ouais, je pense que Bénou, ça fait la job finalement. Celui-ci était souvent représenté comme un héron cendré né de lui-même sur une pierre sacrée à Héliopolis. Cet oiseau sacré était associé au soleil, à la résurrection, à la création, au dieu soleil Ré, à Vénus, au marché de la bourse et au Canadien de Montréal. Il y a peut-être quelques éléments qui se sont rajoutés sans que je le veuille, désolé. C'est dans les textes des pyramides vers 2400 avant Jésus-Christ que le Bénou fait son coming out. Soit 2 millénaires avant la première apparition du phénix en Grèce quand même. Dans son œuvre Histoire, livre 2, Hérodote décrit un oiseau venant d'Arabie qui, tous les 500 ans, construit un nid d'encens et de myrrhe dans lequel il meurt. Puis, un nouveau phénix renaît de ses restes et transporte le nid à Héliopolis en Égypte, sûrement pour aller chiller avec les membres de sa famille. Dans la Rome antique, on vole le mythe du phénix aux Grecs. C'est pas comme si c'était la première affaire qu'ils avaient retranscrit à leur sauce. Ils avaient bien beau être au top du monde durant leur époque, mais il y en a pas un maudit qui était capable de créer un mythe original sans copier la mythologie grecque. Bon, je dis ça, mais j'ai effectué aucune recherche. À Rome, donc, Ovide, un poète latin, a écrit dans ses Métamorphoses un long poème épique parlant de la star de notre épisode. Le récit d'Ovide met en avant le caractère cyclique de la nature et la capacité de la vie à se renouveler constamment. Le phénix incarne la renaissance, la persistance et une forme d'immortalité à travers la succession des générations. Dans la Rome antique, Tacite, l'un des plus grands historiens et sénateurs romains de l'Antiquité, mentionne dans son texte Annales... Non, pas de joke à faire là-dessus, je n'ai pas 3 ans, désolé. Je disais donc que Tacite mentionne que l'apparition d'un phénix est un présage rare, annonçant la fin d'un âge et le début d'un nouveau cycle cosmique. La renaissance du phénix ne serait pas seulement un événement individuel, mais bien un phénomène universel, presque apocalyptique. Une couple de siècles plus tard, au Moyen Âge, soit au 12e jusqu'au 14e siècle, le phénix est souvent décrit comme un oiseau solitaire. Ouh! Est-ce donc ma véritable nature? Après tant d'années à me questionner sur qui je suis, pourquoi suis-je, que choisir, pour qui voterai-je pour les prochaines élections, j'ai trouvé ma voie. Je suis... Phénix. Ah non, je suis juste Sean.
pas, ça fait en masse la job. Notre oiseau solitaire donc se retire dans les déserts lorsqu'il sent sa fin approcher. Il construit un nid en forme de bûcher pour ensuite y foutre le feu avec lui dedans pour qu'un petit oiseau n'ait des flammes 3 jours plus tard. Bon, d'après moi, le phénix il s'est juste planté dans le manuel Ikea. Ok, donc félicitations pour l'acquisition de votre nid, bla bla bla. Placez branche 1 dans la 2, puis joignez la 6 pour un maximum de confort. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis sûrement planté quelque part. Si votre nid ressemble bizarrement à un bûcher, vous n'avez qu'à y crisser le feu et espérer que votre enfant fera mieux quand viendra le temps de faire son propre nid. Ben colique! Au 15e siècle, et même avant, le phénix était un sujet bien important pour les alchimistes. En gros, un alchimiste est quelqu'un qui pratique ou étudie l'alchimie. Merci, le dictionnaire. L'alchimie est une ancienne pratique philosophique et proto-scientifique qui combinait les éléments de chimie, de métallurgie, de physique, de médecine, de mysticisme et d'art. Donc je suis certain qu'il ne s'agissait pas d'une secte. C'était totalement une secte. L'alchimie est avant tout un art de la transformation, donc du changement d'un état imparfait vers un état parfait. Donc vous comprendrez que le phénix qui meurt en se consumant dans les flammes pour renaître de ses cendres incarne parfaitement cette idée de transmutation. C'est une image puissante du processus alchimique, notamment dans sa dernière phase, dite coagulation ou rubédo, où l'œuvre atteint son état final. Cette dite œuvre est divisée en plusieurs étapes, dont le rubédo, l'aboutissement du grand œuvre. Bon là, on parle beaucoup en termes compliqués, ésotériques, pseudo-scientifiques, mais à partir de là, ça commence à devenir un petit peu whack. L'un des buts de l'alchimie n'était pas seulement la transformation des métaux, mais aussi la quête de l'immortalité et de la pierre philosophale. Pour rappel, la pierre philosophale a été souvent convoitée durant l'histoire, notamment par Voldemort, un sorcier puissant bien qu'incapable d'envahir une école remplie de jeunes sorciers. Oh non, excusez-moi, je mélange les affaires. La pierre philosophale est un concept central de l'alchimie, décrite comme une substance hypothétique capable de transmuter les métaux vils en or et d'accorder l'immortalité. Le phénix qui échappe à la mort en renaissant de ses cendres est vu comme un archétype d'immortalité spirituelle. L'un des attributs les plus importants de cet oiseau légendaire est le fait que ses plumes sont associées à des pouvoirs extraordinaires. Elles sont souvent vues comme des porte-bonheur, des catalyseurs de magie ou des ingrédients pour des objets enchantés. Ces plumes peuvent entre autres guérir les blessures et soigner les maladies et protéger contre les forces du mal. En revanche, seules les âmes pures peuvent véritablement bénéficier du pouvoir du phénix. Tenter de forcer la main d'une entité aussi puissante que le phénix est voué à l'échec ou à une punition. Toute plume arrachée de force condamne son possesseur à mourir consumé par son propre feu intérieur, incapable de se purifier. Donc réfléchissez bien les enfants la prochaine fois qu'il vous vient l'idée d'arracher les plumes d'un oiseau que vous retenez captif. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un phénix et que vous allez brûler pour votre méchanceté. Je devrais me partir une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, je suis pas mal sûr que ça marcherait. Ou pas. La fin de cette première saison de l'Écho des Bêtes approche à grands pas. Je sais, j'entends vos pleurs d'ici. Pour terminer en grand cette saison, je vais vous parler d'une créature connue de tous, aimée par tous et apparaissant absolument partout dans la culture populaire depuis des lustres. Il s'agit du légendaire dragon. Malade, hein? Alors d'ici la prochaine fois, dites-vous que... Lorsque la nuit tombe et qu'un ciel aussi obscur que la toge de la mort se dévoile, craignez l'approche de l'écho des bêtes. Je me nomme Sean Parsons et on se retrouve une autre fois dans un futur podcast. Vous pouvez retrouver chaque épisode de ce podcast sur vos plateformes préférées ainsi que sur ma page YouTube Sean W. Parsons. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil.